Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité développés au cours de ce journal. Le président de la République a reçu ce mardi au siège de la présidence le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, Bakari Yao Sangaré, qu'on écoutera dans ce journal. Coopération algéro-espagnole dans le domaine sécuritaire au deuxième jour de sa visite en Espagne. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire rencontre le secrétaire d'État à la politique territoriale espagnole. L'Algérie renouvelle son engagement pour les droits de l'homme et le multilatéralisme, appelant à une réforme des instances internationales pour plus d'équité entre les nations. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et à Reza, plus de 35 000 familles palestiniennes souffrent d'une grave pénurie de produits de première nécessité. 6 nourrissons palestiniens sont décédés à cause du froid glacial dans cette région. On terminera avec les préparatifs pour le mois sacré du Ramadan. On verra comment les familles de Ouergla accueillent ce mois de piété, notamment les mères de familles qui investissent les marchés pour dénicher les meilleurs ingrédients de la table de iftar. Bienvenue à tous. Nous disions à l'instant, le président de la République a reçu ce mardi au siège de la présidence le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, Bakari Yao Sangaré. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Oualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. À l'issue de son audience avec le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger a affirmé que cette rencontre a permis d'évoquer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu sort d'une audience avec le président. Elle a porté essentiellement sur 3-4 points. Le premier point, c'était pour transmettre les salutations de son frère, le général de brigade Abdelrahman Tchani. Le second point, c'est pour présenter les félicitations du gouvernement, du CNSP, du gouvernement et du peuple nigérien au gouvernement et au peuple algérien pour son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine. Et l'entretien a essentiellement porté sur la coopération bilatérale entre nos deux pays. L'Algérie et le Niger entretiennent des relations de très longue date. Elles datent de 1964. Notre première commission mixte date de 1971. Elle a été transformée en grande commission mixte en 2011. Et actuellement, notre coopération touche pratiquement tous les aspects de la vie politique et économique de nos deux pays. Dernièrement, le Premier ministre était en séjour en Algérie. Il a eu une audience avec le président. Et au cours de cette audience, le président a donné des instructions claires pour qu'on fasse le point de notre coopération avec l'Algérie et que cette coopération soit redynamisée. Depuis lors, nous avons assisté à un développement formidable de notre coopération. Dans le domaine pétrolier, déjà le ministre du pétrole algérien a séjourné au Niger. Actuellement, des sociétés algériennes, notamment Cofra, est en train de faire des prospections au Niger sur un certain nombre de puits pétroliers. On compte mettre à contribution notre relation avec l'Algérie pour développer une économie d'échelle au niveau des raffineries de pétrole que nous envisageons de construire. Dans le domaine de l'électricité, l'Algérie a
décidé d'appuyer le Niger pour améliorer sa production d'électricité à travers la mise en œuvre de 2 turbines de 2 fois 25 mégawatts. Une équipe est actuellement au Niger pour les études, techniques, donc l'implantation de ces turbines. Le président nous a garanti que l'équipe travaillera d'arrache-pied pour que d'ici fin 2025, que cette électricité puisse être injectée dans le réseau électrique nigérien. Bakary Yahou Sangaré a salué par ailleurs le soutien de l'Algérie pour son pays dans différents domaines, notamment la formation et la coordination sécuritaire, et ce, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Je vous propose de le réécouter. L'Algérie nous appuie également dans le domaine culturel. C'est à peu près 300 bourses que l'Algérie offre au Niger. C'est énorme pour un pays comme le Niger. Je ne pense pas qu'on ait un autre pays au monde qui nous offre autant de bourses, autant de possibilités de formation que l'Algérie. Et dans le domaine des mines, nous avons également des projets de mise en valeur des ressources minières dont regorge le Niger avec l'Algérie. Nous avons des programmes de formation et de renforcement de capacités des forces de défense nigériennes, ce qui nous permet à nos forces de défense et de sécurité de mieux faire face aux problèmes d'insécurité que nous connaissons. Une coordination est en cours de renforcement pour assurer une meilleure surveillance de nos frontières afin de mieux faire face aux problèmes qui assaillent le Sahel aujourd'hui, à savoir le problème du terrorisme. Nous avons évoqué la transsaharienne qui sera une voie d'accès pour nos pays au port, à la mer. L'essentiel de la transsaharienne a été fait. Il reste un morceau, il reste une portion, un tronçon, une bretelle qui reste à parfaire au niveau du côté nigérien. Nous avons également évoqué la fibre optique, la transsaharienne à fibre optique qui va relier le Niger, l'Algérie, le Tchad et un certain nombre de pays vers la transition digitale. C'est essentiel pour nos pays. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans le digital. Nous avons évoqué le gazoduc. Ça sera entre le Niger, le Nigeria et l'Algérie. Récemment, il y a eu une réunion des ministres concernés. C'est un projet qui va permettre de mettre en valeur le gaz du Nigeria, parce qu'il sera exporté vers l'Europe, et qui va permettre aussi au Niger de disposer du gaz à bon marché. Donc, en résumé, voilà, c'est tous ces points qui ont fait l'objet d'entretien. Et le président nous a donné l'assurance que tout sera mis en œuvre pour que tous ces projets voient le jour dans les plus brefs délais possibles. Et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, Bakary Yahou Sangaré, a été également reçu par Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines. La rencontre a permis de passer en revue les différents volets de relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage entre l'Algérie et le Niger, et d'examiner les perspectives de les promouvoir à des niveaux supérieurs.
Et justement, dans le domaine de la coopération entre Alger et Niamey, une délégation de Sonelgaz, conduite par le PDG Morad Adjel, effectue une visite de travail au Niger aujourd'hui et demain dans le cadre du renforcement du partenariat entre le groupe public et la société nigérienne d'électricité Nijlek. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération économique et technique avec le Niger à travers des projets concrets visant à soutenir la sécurité énergétique de ce pays frère et à développer son infrastructure électrique. La visite a également pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement au service des intérêts communs des deux pays à travers le développement du partenariat entre les deux groupes Sonelgaz et Nijlek. Coopération toujours, cette fois-ci dans le domaine sécuritaire, au deuxième jour de sa visite de travail en Espagne. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a rencontré le secrétaire d'État à la politique territoriale espagnole, Arcadi España. Les discussions se sont tenues en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Espagne et des membres des délégations des deux pays ont porté sur les domaines de coopération entre les collectivités locales algériennes et espagnoles, principalement dans la gestion et l'aménagement du territoire. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Cette visite a été très positive et nous a d'abord permis de renouer les liens avec ce grand pays, ce pays voisin avec lequel nous avons toujours entretenu des relations empreintes d'honnêteté, de transparence et de complémentarité. De leur propre aveu, l'Algérie est un pays fort, le portail vers l'Afrique, un partenaire stratégique et fiable dans le bassin méditerranéen. C'est pour toutes ces raisons que mon homologue espagnol m'a adressé cette invitation à laquelle j'ai répondu après consultation du président de la République afin de faire le point sur nos relations, particulièrement dans leur volet économique, mais aussi les déplacements entre les deux pays, ainsi que la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Nous œuvrons à échanger nos expériences. Il y a de nombreux domaines importants de partenariat, à l'instar de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie. Il nous incombe aujourd'hui de renforcer et de diversifier notre coopération dans l'intérêt des deux peuples et des deux pays. Nous en parlions au titre au deuxième jour de la 58e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Younes Magraman, a affirmé l'engagement de l'Algérie pour les droits de l'homme et le multilatéralisme, appelant à une réforme des instances internationales pour plus d'équité entre les nations. Le compte-rendu de Afef Blehouchet. Regardez. À Genève, l'Algérie réaffirme son engagement pour les droits de l'homme et le multilatéralisme, appelant à une réforme des instances internationales pour plus d'équité et dénonçant toute instrumentalisation des crises humanitaires. Un engagement qui se traduit en actes. Alger annonce doubler sa contribution au budget du Haut Commissariat aux droits de l'homme en 2025, consolidant ainsi son appui aux Nations Unies. Mesdames et messieurs, à l'échelle nationale, notre pays considère la promotion et la protection des droits de l'homme comme une priorité absolue. Depuis son indépendance, il a œuvré au renforcement des institutions et des mécanismes garantissant le respect des droits et des libertés comme un jalon fondamental pour tous ses citoyens. Un domaine qui a connu une évolution notable depuis l'élection de Abdelmajid Tebboune à la présidence de la République. Cette dynamique s'est concrétisée à travers l'organisation et le lancement de nombreux programmes et ateliers de réforme dans tous les domaines et à tous les niveaux. Mais au-delà des principes, la diplomatie algérienne s'est surtout distinguée par un plaidoyer fort sur les crises humanitaires et particulièrement en Palestine occupée. Permettez-moi d'exprimer la profonde inquiétude de notre pays face à la situation humanitaire catastrophique dans les territoires palestiniens occupés en raison de la guerre génocidaire menée par l'occupationniste. Et dans ce sens, l'Algérie exprime son refus catégorique en ce qui concerne le plan de déplacement forcé des Razaouis. L'Algérie a également dénoncé la situation au Sahara occidental, pointant des violations de droits de l'homme commises par l'occupation marocaine et appelant les Nations Unies à accélérer le processus politique sous l'égide de Stéphane de Mistura. Je saisis cette occasion pour dénoncer les violations systématiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la région du Sahara occidental par l'occupation marocaine. J'appelle le Conseil des droits de l'homme à mobiliser tous ces mécanismes pour mettre un terme aux violations commises au Sahara occidental.
Et parmi ces violations, celles visant la terre sahraoui ont été au centre des discussions en marge des travaux du Conseil des droits de l'homme. Un événement parallèle a mis en lumière les enjeux environnementaux dans les territoires occupés, intitulé Greenwashing dans le désert, l'impact de projets dits durables au Sahara occidental. L'objectif de cet événement parallèle était de mettre en lumière la situation au Sahara occidental, le pillage des ressources naturelles, mais aussi la tendance croissante à développer des projets d'énergie verte sur des terres occupées. Une pratique qui légitime une occupation illégale en l'habillant en des termes de durabilité et d'énergie verte. L'extraction des ressources naturelles dans un territoire non autonome comme le Sahara occidental est clairement encadrée par le droit international. Selon ce cadre, une telle exploitation ne peut avoir lieu qu'avec le consentement préalable du peuple sahraoui et ses représentants, le Front Polisario. De même, les panélistes ont souligné que la Cour de justice européenne a condamné la Commission européenne pour avoir enfreint le droit du peuple sahraoui en signant des accords commerciaux avec le Maroc, une décision qui s'inscrit dans le respect du droit international et qui ne peut être remise en cause par aucune déclaration ou initiative unilatérale d'un gouvernement européen, quelle qu'elle soit. Les États sont tenus de respecter le droit international. Ils ne peuvent pas décider de le violer. Le droit international est établi et s'ils souhaitent le modifier, ils doivent suivre les procédures appropriées, un processus très long qui a peu de chances d'aboutir. On ne peut pas justifier la violation du droit international par des considérations politiques ou des impératifs de convenance. Un argument repris par les défenseurs sahraouis qui dénoncent un pillage des ressources naturelles sous couvert de développement durable. Et face aux enjeux diplomatiques et environnementaux, l'Algérie, pour sa part, maintient sa position et intensifie son plaidoyer pour le respect des droits des peuples sous occupation. Dans l'actualité nationale toujours, il y a eu ce conseil de gouvernement ce mardi tenu sous la présidence du Premier ministre Nadir Larbaoui. Une réunion consacrée à l'examen de la nouvelle mouture de l'avant-projet de loi relative au Waqf enrichi grâce aux orientations du président de la République. Le gouvernement a également poursuivi l'examen du projet de décret exécutif fixant les modalités d'application des règles générales relatives aux marchés publics. En outre, le gouvernement a entendu une communication sur le taux d'avancement dans la mise en œuvre de la décision du président de la République relative à la création du groupe public de construction ferroviaire et du groupe de travaux maritimes, afin de renforcer les capacités nationales dans le domaine de l'ingénierie et de la construction dans ces deux secteurs stratégiques. Enfin, le gouvernement a suivi le processus de finalisation de la mise en œuvre du nouveau système de gestion du foncier économique destiné à l'investissement. C'est désormais une habitude pour les politiques français, notamment ceux de l'extrême droite, de brandir la question migratoire comme alibi ou comme un épouvantail qui leur permet de couvrir la faillite de leur discours politique. Preuve à l'appui, les dernières directives du ministre de l'Intérieur français concernant la régulation des étrangers en situation irrégulière dans son pays. Voyons ce sujet signé Raouf Hamouche. Elle continue de susciter moquerie et étonnement. En France, la scène politique ressemble de plus en plus à un jeu désorganisé. Entre discours haineux, rejet de l'autre et politique répressive, ces dernières années, un climat délétère s'est installé dans le soi-disant pays des libertés. Improvisation et confusion de la part des figures emblématiques de la classe politique, manquant cruellement de maturité politique. Nous ne pouvons pas ne pas trouver un terrain d'entente avec l'Algérie pour régler ces problèmes. Bruno Retailleau veut croire que le rapport de force va tout arranger. Si c'était vrai, ça se saurait. Nous l'avons essayé avec de nombreux pays, nous et les Européens, dans le passé. Ouais. Nous savons que dans ces situations de crise, loin de débloquer, cela, au contraire, conduit à une impasse encore plus grande. Pas une journée sans que Bruno Retailleau ne sature l'espace médiatique. Est-il devenu le premier influenceur du gouvernement français? D'un plateau de télévision à un autre, le ministre français de l'Intérieur se livre à des discours xénophobes et islamophobes, se dressant aujourd'hui comme le porte-parole officiel de l'extrême droite. L'effondrement de la France n'est pas le propre des immigrés, mais l'œuvre de ces hommes politiques qui la transforment en une scène de lutte ethnique et religieuse, au lieu de trouver des solutions à des problèmes réels.
Ils sont plus d'une vingtaine de responsables au sein du Marsen marocain à être impliqués dans l'affaire dite Escobar du désert. Un nouveau scandale qui concerne un réseau tentaculaire de trafic de plusieurs tonnes d'héroïne et de cocaïne à partir du Maroc. L'affaire est toujours en justice et les récentes révélations assurent qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire de drogue, mais d'un réseau de corruption géant. Amira Sefta. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de trafic de drogue, mais d'une histoire de réseau de corruption géant, dont les tentacules s'étendent jusqu'au plus haut sommet du pouvoir, menaçant de faire vaciller le Maroc tout entier. Les dernières enquêtes ont révélé l'implication de 23 personnalités influentes dans le régime du Marsen, incluant de hauts responsables, des politiciens, des militaires, des hommes d'affaires et même des figures sportives célèbres. Il s'agit du plus grand scandale ayant secoué le Maroc, transformant le pays en un véritable carrefour pour le trafic de cocaïne et d'héroïne, à destination de l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. Le procureur général a présenté une requête au juge d'instruction pour poursuivre les 25 suspects, dont 4 font l'objet d'une enquête plus approfondie par la Brigade nationale de la police judiciaire. 21 suspects seront déférés devant le juge d'instruction. Selon les informations que nous avons reçues, le juge d'instruction a requis le placement en détention de 20 suspects. L'affaire a mis en lumière l'implication du Marsen dans l'inondation du marché mondial avec des tonnes de drogue. De nouveaux mandats d'arrêt internationaux continuent de révéler les tentatives venant de personnalités publiques, politiques et sécuritaires du Marsen, visant à manipuler les faits et dissimuler des preuves pour entraver le cours de la justice. L'affaire est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Chaque jour, de nouveaux détails plus terrifiants sont révélés. La question qui se pose est, le Maroc pourra-t-il sortir de ce cauchemar? Ou Escobar du désert laissera-t-il derrière lui un État au bord de l'effondrement? Seul le temps pourra répondre. Au Proche-Orient, 6 nouveau-nés décédés au cours de la semaine écoulée dans la bande de Gaza en raison d'une vague de froid qui s'est abattue sur le territoire palestinien ravagé par la machine de guerre sioniste qui a semé le chaos dans cette région. De retour chez eux, les Palestiniens découvrent l'étendue de la catastrophe. 90% des maisons ont été détruites et aucun accès aux besoins et aux services de base n'est disponible. Wissam Abouzaïd, Mejda Jahmoun. À première vue, on pourrait croire que ces immeubles tiennent encore debout, mais en réalité, ce ne sont que des carcasses éventrées par les bombardements qui pourraient tomber comme des châteaux de cartes à tout moment. Comme cette bâtisse qui tient à peine encore, laissant une silhouette brisée qui raconte à elle seule l'ampleur des destructions à Gaza. Des ruines dangereuses où vivent des familles palestiniennes exposées à tous les risques. Actuellement, 20% des maisons sont démolies. Elles sont en ruine. Cette femme, qui n'a nulle part où aller, est revenue inspecter sa maison au cœur d'un quartier dévasté à Gaza. Elle n'a trouvé qu'un champ de ruines qui lui sert aujourd'hui d'abri, et ce, malgré les risques d'un éventuel effondrement à tout instant. C'est ici que je vis, c'est ma maison. Je n'ai pas où aller. Les risques sont immenses. C'est ma vie qui est en jeu. Je pourrais finir sous les décombres à tout moment. Ces immeubles détruits partiellement ou complètement menacent encore la vie des Gazaouis. Pour rappel, le coût des destructions des infrastructures dans la bande de Gaza s'élève à plusieurs milliards de dollars. Retour chez nous pour parler sport football. Le président sortant de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a été réélu à la tête de l'instance fédérale pour le mandat olympique 2025-2029 à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective AGEX tenue ce mardi au Cercle national de l'armée à Bnimsous à Alger. Seul candidat à sa propre succession, Walid Sadi a obtenu 76 voix des 78 membres au droit de vote présents à l'Assemblée générale contre un non et un bulletin nul, ainsi que sa liste composée de 12 membres dont 2 vice-présidents et 5 membres suppléants. Les travaux de l'AGEX se sont déroulés en présence des représentants de la Fédération internationale du football, la FIFA, et de la Confédération africaine de football, la CAF. Je vous propose de l'écouter.
Tout d'abord, nous remercions les membres de l'Assemblée générale pour la confiance qu'ils m'ont accordée. C'est un message fort qui témoigne du soutien de la famille du football en reconnaissance de tout ce que nous avons accompli lors du premier mandat. Je l'avais qualifié de mandat d'un programme d'urgence et d'une phase de transition. Aujourd'hui, ce nouveau mandat olympique est la continuité du précédent, mais il sera mené avec des objectifs clairs et des critères bien définis. Nous devons désormais nous concentrer davantage sur le développement du football au cours de ce mandat olympique. Nous mettrons également l'accent sur la moralisation du football, car sans éthique, nous ne pourrons ni bâtir un avenir solide pour notre football, ni avoir un sport d'excellence. Et suite à sa réélection à la tête de la FAF, la Fédération algérienne de football, Walid Sadi a été félicité par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a présenté ses plus chaleureuses et sincères félicitations à Walid Sadi, en le remerciant pour ses efforts et son importante contribution au développement du sport et à la promotion de ses valeurs en Algérie et en Afrique. C'est un rituel qui précède chaque mois sacré du Ramadan. À quelques jours de cet événement religieux, mais aussi convivial, les femmes algériennes, particulièrement les mères de famille, investissent les marchés pour choisir les meilleurs ingrédients qui constitueront le repas du iftar, épices, fric et autres emplettes. La liste promet d'être longue pour un repas de fête célébré tous les soirs, un mois durant. L'exemple à Ouergla avec Melim Damis. Regardez. À quelques jours du mois de Ramadan, les marchés de Ouergla, comme partout ailleurs, connaissent une animation particulière, notamment autour des étals d'épices. Karvi, cannelle, cumin ou encore ras el-hanout, ces indispensables de la cuisine ramadanesque attirent une clientèle venue s'approvisionner pour sublimer les plats traditionnels. Ici, les clients préfèrent acheter les épices en grains comme la coriandre, le karvi, l'anis, les graines de fenouil. Pendant le mois de Ramadan, la demande est également forte pour l'orge, le fric, le mermez et le blé. Chaque famille a ses propres traditions pour se préparer au mois de Ramadan. Certaines préparent le blé, tandis que les épices restent indispensables dans toutes les cuisines. Toutes sortes de marchandises sont exposées au grand bonheur des Ouerglais. En plus des épices, de nombreux ménages se tournent également vers la vaisselle en terre cuite. Ceux qui peuvent se le permettre achètent une nouvelle vaisselle, alors que d'autres ressortent tout simplement la vieille vaisselle. En fait, chacun selon son budget. Le mois de Ramadan est avant tout synonyme de piété et de partage. Les achats en prévision du mois sacré de Ramadan demeurent une tradition incontournable chez les familles algériennes, symbolisant ainsi le début d'un mois de partage et de convivialité. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Au revoir.